Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de lundi soir. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Guillaume Vallet qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle La fabrique du muscle aux éditions de l'Échappée. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors, sujet un peu étonnant pour lundi matin et pour les émissions de lundi soir, s'interroger sur la fabrique du muscle qui, immédiatement, en tout cas à premier abord, ne paraît pas une question politique de toute importance, mais en fait, ton livre montre que si, en tout cas, qu'il y a moyen de s'en saisir, en tout cas politiquement. Et en fait, tu vas interroger dans ce bouquin, notamment, la centralité de la fabrique du muscle dans notre société, à la fois des efforts qui sont déployés pour ressembler à cette espèce de corps un peu parfait, qui serait le corps dépourvu de graisse, le corps avec des muscles visibles, apparents, etc. Et surtout, en fait, tu poses la question de savoir ce que cette attention assez massive pour le corps dit de notre société, et d'ailleurs comment cela ouvre aussi peut-être à une critique de notre propre société. Peut-être la première question un peu élémentaire, mais qu'est-ce que c'est que se faire un corps ? Qu'est-ce que c'est que se fabriquer un corps ? Se fabriquer un corps, c'est je dirais, déjà avoir des modèles, d'avoir une idée, un imaginaire de ce qu'on aimerait faire, de ce qu'il est possible de faire. Donc on va avoir cette image mentale en lien avec certains désirs, mais qui sont eux-mêmes construits pour moi socialement sur le possible. Et puis après, il s'agit de concrétiser ce désir, concrétiser cet imaginaire-là. Et c'est là que l'idée du travail, c'est là que l'idée d'une organisation arrive en fait, et que les individus vont s'engager dans ce processus pour chercher justement à mettre en œuvre tout un plan d'entraînement, tout un plan de bataille on pourrait dire, pour parvenir aux objectifs tant désirés en fait. Alors justement, toi-même, tu pratiques, alors tu n'es pas seulement sociologue et dans le champ des sciences économiques, tu es toi-même un bodybuilder, ancien bodybuilder, en tout cas tu pratiques toujours. Est-ce que tu peux nous raconter cette Oui, moi j'y suis même venu avant de faire des études en sciences sociales, donc ça a toujours été quelque chose qui, enfin toujours été, ça depuis mes 17 ans, quelque chose qui m'a vraiment construit, je pense. C'est quelque chose qui est très exigeant, hein, puisque il faut s'inscrire dans le temps, dans la durée, donc accepter des frustrations, essayer de s'inscrire dans une logique de travail comme je l'ai indiqué. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris non seulement à réaliser, mais je dirais même à aimer finalement au fil du temps, parce qu'on ne peut pas durer dans la pratique si on n'aime pas tous les aspects qui vont avec, hein, la rigueur de l'entraînement, une certaine forme d'organisation au quotidien, un rapport particulier à la douleur, puisqu'il s'agit en particulier non pas de la supporter, mais de la rechercher même, hein, pour aller plus loin, à chercher sans cesse à se dépasser. Donc moi je pense que ça m'a construit, donc je suis plutôt quelqu'un qui cherche à s'entraîner, allez, on va dire 4 ou 5 fois par semaine dans ce type de sport-là, donc plutôt ce qu'on appellerait effectivement le bodybuilding. Après, au fil du temps, j'ai un petit peu plus évolué pour donner plus de place au cardio, plus de place aux étirements, plus de place aussi au sport de combat, certains sports de combat que j'ai attaqués il y a 3 ans. Voilà, donc l'idée c'est d'articuler un petit peu toutes ces dimensions-là, et puis vraiment de considérer que le corps est important, et que voilà, cette logique que je décris dans le livre, je la juge pas puisque je l'ai moi-même vécu. Je peux la critiquer, je peux essayer d'avoir un regard un petit peu distant, un peu finalement réflexif par rapport à tout ça aussi, mais je l'ai vécu moi-même, je continue à le vivre moi-même, donc c'est à partir aussi de cette expérience que j'ai cherché à en faire part aux lectrices et aux lecteurs. Justement, peut-être que, enfin, pour le bodybuilding, peut-être que ça évoque pas forcément quelque chose de très très précis pour tout le monde. Dans les salles, on trouve différentes caractéristiques de pratique sportive. Est-ce que tu peux nous les présenter au moins pour clarifier ? Oui, c'est vrai que moi je suis d'une génération où on parlait, je dirais uniquement, quand on est dans une salle, c'était quand on voulait forger un certain corps de bodybuilding ou de culturisme, c'est-à-dire trois types d'éléments. L'idée d'augmenter la taille des muscles le plus possible, l'idée de réduire la masse graisseuse le plus possible, et l'idée aussi d'avoir une symétrie musculaire la plus développée possible, c'est-à-dire un équilibre entre le haut, le bas, entre certains muscles, pour former un tout qui, au regard de certains critères, paraît vraiment cohérent, si je peux dire ça comme ça. Bon, ça c'était quelque chose qui a vraiment structuré pour moi les salles des années 80 aux années 90, avec beaucoup de figures majeures, hein, bien sûr Schwarzenegger, mais il y a aussi, pour ceux qui connaissent des grands champions de bodybuilding comme Dorian Yates ou Ronnie Coleman, qui ont vraiment marqué cette discipline et cette volonté de, je dirais, démocratiser la pratique, très visible aux États-Unis, mais bien sûr aussi dans d'autres parties du monde. Et puis forcément, comme toute pratique sportive,
pratique sportive qui elle-même fait partie d'un système économique qui a besoin de se renouveler aussi, on en reparlera sans doute. On a vu des variantes par rapport à ce modèle-là, des variantes parfois très opposées ou des variantes un petit peu parfois plus marginales, je dirais. Et c'est là que se sont développés, par exemple, des sports comme le street workout, c'est-à-dire chercher à développer aussi son corps, mais en utilisant l'environnement, un environnement qui est parfois contraignant, un environnement qui est parfois dégradé, justement. C'est faire une force de cet environnement qui au départ nous condamnait, d'une certaine manière. Ça peut être aussi le crossfit, qui est explicitement, donc dans les années 70, qui a explicitement émergé pour cette raison-là. C'était l'idée de casser un petit peu cette routine du bodybuilding, casser cette idée de l'accumulation de la masse musculaire à tout prix, et puis de rendre le corps un petit peu plus fonctionnel, un petit peu plus performant, plus endurant. On veut du muscle, mais on veut aussi qu'il soit adaptable. On veut du muscle, mais qu'il soit aussi intégré à une logique de mouvement, ce qui était beaucoup moins le cas, en tout cas dans le bodybuilding, au sens où les mouvements n'étaient pas les mêmes, bref. Et donc, toutes ces variantes-là se sont progressivement construites. Il y a par exemple aussi le Strong First aujourd'hui avec l'entraînement au kettlebell, voilà, par exemple. Donc, toujours ce rapport, en tout cas, à l'idée de soulever des poids et à l'idée de travailler une certaine masse musculaire dans une considération de symétrie avec des mouvements, voilà. Donc, on cherche à développer son volume musculaire quoi qu'il arrive. Après, les objectifs changent un petit peu selon les pratiquantes et les pratiquants, et puis en fonction aussi des cadres, parce qu'il y a des endroits qui sont plutôt célèbres pour être vraiment spécialisés dans le bodybuilding, d'autres qui cherchent au contraire à s'en distinguer. Donc voilà, il y a toujours une adaptation selon les personnes et le milieu. Et sociologiquement, d'ailleurs, c'est de nouvelles personnes qui ont occupé des salles. Avec la crise de la Covid, on a beaucoup parlé des salles de sport et de leur explosion. Alors, je ne sais pas si tu as les chiffres exacts, l'explosion à la fois en nombre de salles de sport, mais l'explosion aussi, bien sûr, en nombre d'adhérents, avec l'arrivée d'une espèce de bourgeoisie, en tout cas de cadres assez pressés qui sont peut-être plus familiers d'ailleurs au CrossFit qu'au bodybuilding en tant que tel. Comment en fait on peut expliquer justement l'arrivée de cette nouvelle population dans les salles de sport ? Tu l'as dit au départ, c'est une pratique quand même de masse, au sens où il y a quand même une norme de production du corps qui est diffusée à très grande échelle dans nos sociétés aujourd'hui. Après, certains vont y adhérer très fortement, d'autres vont y adhérer de façon, je dirais, moyenne, et puis d'autres vont pas du tout y adhérer. Mais il y a quand même cette idée qu'il y a un aimant qui structure finalement notre rapport personnel au corps, et d'autant plus dans ce que j'appelle le capitalisme des vulnérabilités, que je développe un petit peu dans le livre, c'est-à-dire que on est dans un système économique qui, en particulier depuis les années 1980, a eu tendance à produire de plus en plus de façon endogène, c'est-à-dire par ses structures même, par son fonctionnement même, des vulnérabilités. Les vulnérabilités signifient ici que, en fait, on est confronté tout un chacun à la croyance ou même la réalité, malheureusement pour certaines personnes, mais qu'on est en train de glisser vers quelque chose qu'on ne maîtrise plus, quelque chose qui est en train de nous échapper. Notre vie nous échappe d'une certaine manière. Donc, on a envie de s'accrocher à quelque chose qui fait sens, on a envie de s'accrocher à quelque chose qu'on semble maîtriser. Et c'est là que le corps apparaît comme la ressource ultime, la ressource qu'on maîtrise, qu'on va pouvoir contrôler et qu'on va pouvoir justement utiliser pour faire face à toutes ces vulnérabilités d'une certaine manière. Donc ce contexte-là a incité véritablement les gens forcément à se tourner vers eux-mêmes et à considérer que le corps était aussi un indicateur de santé, était aussi une véritable même source de production de la santé. Et le Covid est passé par là. Le Covid, a montré que, enfin en tout cas a renforcé cette croyance en l'idée que, on pourrait dire un corps sain peut être un corps musclé, un corps qui est en tout cas lié au sport. C'est toute une tendance qu'on a renforcée dès le milieu du 19e siècle pour renforcer la place des sports dans notre quotidien, associé à l'hygiénisme, à la santé, au bien-être même de façon plus large. Donc ces facteurs-là ont été aussi déterminants, et du coup on considère qu'il y avait une véritable demande de sport aujourd'hui dans la société française, et donc dans d'autres types de sociétés. Et du coup, c'est vrai que le Covid a renforcé cette idée-là en cherchant justement à toujours s'appuyer sur les salles, mais aussi à faire en sorte d'importer le modèle de la salle, parfois à domicile. Alors de façon très flexible, parce que à partir de simples poids, à partir de simples techniques, on pouvait chercher à se muscler, on pouvait chercher à garder un certain rythme, une certaine forme, etc. Mais c'est là que, encore une fois, dans ce capitalisme des vulnérabilités, de nouveaux acteurs sont apparus. De nouveaux acteurs économiques sont apparus, et qui, par leurs actions, par leur logique d'offre, d'une certaine manière,
participe au renouvellement du système. Je pense en particulier au phénomène du coaching sportif qui s'est très fortement développé et qui a été médiatisé par tous les réseaux sociaux, qui technologiquement parlant sont, je dirais, le véhicule du capitalisme des vulnérabilités. On existe d'une certaine manière par les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque moi, dans ma génération, le phénomène de coaching, c'était celui des stars, quoi. Quand j'étais adolescent, on disait, voilà, tel individu a un coach, c'est une vedette peut-être, et il l'entraîne spécifiquement, etc. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, tout un chacun, pourraient avoir un coach ou faire appel à certaines personnes pour les coacher, les guider. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé également, et idem pour les salles, parce que les salles, en fait, comme dans beaucoup de secteurs économiques, marqués par le Covid et puis marqués par la logique même du système capitaliste qui cherche à éliminer, qui cherche à consacrer le meilleur, le plus performant sur un marché d'une certaine manière, on a assisté à une concentration du secteur. Beaucoup de petites structures ont disparu. Alors moi, je m'entraînais par exemple dans une salle de sport de combat qui a disparu parce qu'elle n'avait pas suffisamment de réserve de liquidité pour faire face aux charges et puis à tout l'affaiblissement justement de la demande et aux différents confinements. Donc les petites structures ont eu tendance à disparaître, les grosses se sont plutôt maintenues pour moi, et on a eu plutôt une tendance à voir se renforcer les grandes chaînes d'une certaine manière dans le secteur. Et puis on a aussi l'idée que de plus en plus on a vu évoluer l'offre à l'intérieur des salles qui restaient. Les salles low cost par exemple se maintiennent parce qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, on le sait bien aujourd'hui, mais on voit se développer aussi certaines salles dites premium avec différents types d'objectifs qui peuvent viser plus tel ou tel type de catégorie. Des salles aussi, en particulier sur Paris, mais des salles qui cherchent à faire en sorte, via le sport, de créer davantage de réseaux, de prendre plus de temps, d'utiliser le sport pour créer des nouvelles formes de convivialité, mais surtout de réseau, comme je viens de le dire. Donc je dirais le milieu a fortement évolué avec ces deux tendances pour moi: concentration du secteur, les plus grands groupes se maintiennent et même renforcent leur pouvoir, et puis deuxièmement, pour les structures qui restent, il y a la nécessité de se diversifier. C'est pour ça aussi que dans le livre je parle un peu de cette association qui historiquement, on pourrait dire, est un petit peu nouvelle, au sens où beaucoup de sports de combat ont parfois ouvert un plateau un peu de musculation, on va dire, et puis beaucoup de salles de musculation classiques ont aussi ouvert en direction des sports de combat ou d'autres types de pratiques, pour chercher justement à attirer des nouvelles personnes et faire en sorte d'être rentable et de survivre, en fait. Il a répondu à ma question. Alors peut-être que là, en tout cas, dans ce que tu racontes, il y a un peu deux choses. Il y a d'un côté, en fait, à la fois des normes sociales auxquelles on se rapporte et qui travaillent nos subjectivités, en tout cas qui influent sur nos façons de faire. Et puis deuxièmement, on pourrait se dire aussi, d'un point de vue politique, c'est le signal du désespéré, finalement, au fond, qu'il y aurait quelque chose de l'ordre d'un signe d'une impuissance politique assez générale, au sens où, étant donné que le monde est largement hors de ma portée, largement inappropriable, finalement, dans ce monde inappropriable, la seule chose qui me reste d'un peu appropriable, c'est mon corps, quoi. Sur le coup, c'est vrai que si je veux transformer le monde, c'est un peu compliqué. En revanche, si je veux changer de corps, le transformer, alors, je dis pas que c'est pas compliqué, ça demande un bouleversement de la vie quotidienne, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus à ma portée, quoi. Est-ce que là on voit ici un pur signe d'impuissance politique, ou est-ce qu'on peut interpréter aussi un peu autrement? Alors effectivement, c'est ce que je développe dans le livre, et puis pour répondre à ta question, j'aurais plutôt tendance à basculer sur la deuxième partie de celle-ci, c'est-à-dire que je suis plutôt, s'il faut donner un terme, pessimiste à ce niveau-là, parce que je pense qu'effectivement cette logique de rapport au corps, elle s'inscrit alors dans un long processus historique d'individualisation. Donc ça ne veut pas forcément dire d'individualisme en soi, c'est-à-dire que de plus en plus c'est l'individu qui est au cœur de la société. Alors il peut se rattacher à des collectifs, il peut décider d'avoir des engagements politiques et collectifs plus larges dans lesquels il se retrouve, mais l'idée c'est quand même que la société se centre sur l'individu. Et dans le capitalisme des vulnérabilités, qui comme je l'ai dit tout à l'heure émerge à partir des années 80 pour moi, on a malheureusement ce contexte aussi sociétal où les grandes institutions protectrices en particulier, qui avaient été mises en place au cours du XXe siècle, en particulier l'État notamment, se désengagent dans la régulation collective et renvoient de plus en plus au contraire à la responsabilisation individuelle. Donc c'est à l'individu de se construire, c'est à l'individu d'avoir des modèles qui la plupart du temps sont renvoyés à des modèles entrepreneuriaux, qui renvoient à l'idée de marché aussi. Donc l'individu se dit effectivement c'est par mes propres actions que je vais m'en sortir. Et
que si je peux m'en sortir seul, je peux le faire seul. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on voit qu'on est quand même dans des sociétés aussi où ce sont pas que l'idée, c'est pas forcément l'idée pour moi que les individus ont plus du tout envie de politique, mais ils ne s'engagent plus forcément dans les canaux traditionnels de la politique tels qu'on les a connus jusqu'à présent. Donc il y a d'autres formes peut-être de politisation à construire. Mais malgré tout, je pense que la logique des salles de sport renvoie plutôt à une volonté individuel, d'empowerment individuel, où c'est une revanche par rapport à quelque chose que chaque individu va chercher à entreprendre par lui-même, d'une certaine manière. Donc il est très renvoyé à lui-même. Ça n'empêche pas que dans certains cas, il peut y avoir une certaine forme de politisation, au sens où on peut s'organiser collectivement pour chercher à peser face à un problème politique concret. Je parlais tout à l'heure du street workout, ça peut être faire en sorte que notre environnement défavorisé devienne une force et qu'on le reconstruise, on se le réapproprie, qu'on modifie la ville, sa structure, sa dimension politique. C'est une réalité. Parce que à travers la salle, on va créer aussi une forme de, comme Durkheim le disait, une forme de solidarité mécanique, des gens qui nous ressemblent, des gens avec qui on a envie d'être, des gens avec qui on partage un certain nombre de choses, des liens plutôt chauds, d'une certaine manière. Et ça peut être vraiment très très important pour penser collectivement les choses. Mais de là aller vers un plus grand engagement politique, c'est quelque chose qui à mon avis me semble difficile à construire par rapport à la logique même de l'investissement de ce sport tel qu'il s'est construit jusqu'à présent. Parce qu'il y a une telle attente à mon avis sur les individus, l'individu est tellement renvoyé à lui-même dans nos sociétés que c'est difficile de ne pas penser à autre chose qu'il faut que je réussisse mon projet personnel. Il faut que je mette tout en œuvre et c'est moi qui vais y parvenir d'une certaine manière. Bien sûr que les autres sont présents d'une certaine manière, mais pas forcément dans une logique de politisation, plutôt dans une logique de forme de sociabilité un peu nouvelle qui vont nous permettre de mieux atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés en fait. Voilà donc ce que je pourrais dire à mon avis, à mon sens, avec l'évolution de ce sport et également aujourd'hui la logique peut-être qui est renforcée par une certaine forme de valorisation, alors on peut dire ça comme ça, mais de soi, peut-être de l'ego, par encore une fois les réseaux sociaux, quoi. C'est tout ce que je peux afficher de moi qui va être valorisé par les autres, donc les autres sont bien là, mais c'est dans l'idée d'utiliser d'une certaine manière les autres avec des nouveaux rapports de dépendance, mais qui peut être recherché par les individus. Je repense à un point sur sur ce que tu es en train de dire. On pourrait, en tout cas, une espèce de contradiction apparente. Elle est volontairement naïve, ce que je vais raconter, mais on pourrait se dire, comment en fait on appréhende une pratique dans laquelle on va consacrer beaucoup de temps. En tout cas, c'est ce que tu fais. Tu as expliqué que tu faisais 4 à 5 entraînements par semaine, ce qui est quand même conséquent, en tout cas, dans une vie. Et en même temps, en fait, pratiquer un sport qui correspond globalement, en fait, à l'idéal normatif de la société qu'on conteste, quoi. Comment toi t'affrontes ces contradictions-là? C'est-à-dire que tu y trouves une certaine puissance, j'imagine. Comment tu abordes ça? Je rebondis sur ce que j'ai pu dire juste avant, c'est-à-dire que je suis tellement rentré à titre personnel dans une logique où l'inscription personnelle dans ce projet-là m'a construit d'une certaine manière et a créé aussi des nouvelles formes de dépendance par rapport à mon investissement de la vie quotidienne, par rapport au sens que j'ai pu donner à ma vie quotidienne. Donc cet investissement de mon corps, on pourrait dire, est devenu prioritaire. Il a pu l'être beaucoup plus par le passé, il est devenu toujours, il est devenu central aujourd'hui, mais il y a toujours cette idée effectivement de considérer que cet investissement-là me construit d'une certaine manière. Après, par rapport à mes études, par rapport à mon expérience dans ce domaine-là, il y a forcément une part de réflexivité qui interpelle et qui, en tout cas dans mon cas, a cherché à être intégré à ma logique pour me dire, bon, peut-être qu'il faut mettre des freins en particulier dans le degré d'engagement, parce que ce degré d'engagement, il correspond encore une fois à la société dans laquelle on vit. Il peut être sans fin, quoi. Il peut être sans limite. L'idée on s'est construit dans ce sport, et encore une fois dans beaucoup de domaines de la société capitaliste, dans l'idée qu'on pouvait toujours en vouloir plus, toujours désirer plus, est peut-être dangereux pour un individu. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on peut chercher à sa manière à agir sur le monde dans lequel on vit, en tout cas dans cette pratique-là, pour limiter son engagement et éviter, je dirais, certains pièges capitalistes. Pour moi, je pense, avec l'expérience, puisqu'il y a une illustration d'un produit ici, je pense que si on est vraiment extrême dans la pratique et dans son engagement, on a l'impression qu'il faudrait tout essayer, tous les produits sont nécessaires, essentiels pour progresser sans cesse, pour aller toujours plus loin, alors qu'une fois qu'on a un petit peu d'expérience, on se connaît mieux aussi soi-même, c'est le cas de le dire, et on n'est pas obligé de passer par toutes ces industries, puisque derrière il y a des industries pour rentrer dans cette logique de fabrique du muscle d'une certaine manière. Donc voilà, c'est quelque chose qui était indiqué ici
sur la nécessité de prendre une certaine dose quotidienne de protéines. Ça fait partie aussi d'une industrie qui s'est petit à petit constituée à partir des années 60, qui était très fortement liée au départ à Joe Vedder. Joe Vedder étant lui-même l'instigateur de Mister Olympia, le plus grand concours de l'International Federation of Bodybuilding, qui chapeaute tout ça, qui a construit des champions. Et l'idée que je mets en avant dans le livre, mais aussi dans la plupart de mes travaux, c'est de se dire que ces industries, cherchent vraiment à créer vont jouer sur ce sentiment de vulnérabilité en disant vous êtes toujours vulnérable, quoi. Vous renforcez quelque chose, vous luttez contre une vulnérabilité grâce à votre corps, donc c'est ce que j'ai dit pour moi, c'est ce qui m'a vraiment construit. Mais d'un autre côté, ça suffira jamais, parce que c'est aussi ce qui vous rend finalement vulnérable, que le fait que vous vouliez vous arrêter. Il faut toujours aller plus loin. Et donc, si on veut toujours aller plus loin, il faut passer en particulier par ce type de produit. Donc, c'est là qu'on tombe dans une logique un petit peu du sans fin. Donc, à titre personnel, voilà, comment j'opère ma critique, c'est d'essayer de limiter quand même, à mon avis, mon engagement, de réfléchir un peu plus à ce que je fais, ce qui n'est pas forcément évident, parce que quand on est engagé pleinement dans la pratique, c'est tellement constructif, c'est tellement aussi même physiologiquement jouissif. L'idée du travail autour du muscle, on va le ressentir jusqu'au profond de soi-même. On va avoir des résultats très rapides par rapport à d'autres sports. On peut dire bon, j'ai bien aimé ma séance de foot, mais c'est vrai que je sais pas si les autres étaient peut-être meilleurs que moi, ou je sais pas si j'étais bon sur le terrain. Là, vous prenez une barre, vous la soulevez, vous faites des exercices, vous allez tout de suite sentir les effets sur vos muscles directement. Et il y a forcément ce côté un petit peu jouissif, parce que on reste encore une fois marqué par des modèles tels qu'on s'est construit jusqu'à présent, et en particulier dans le cadre d'une certaine forme de masculinité, par une idée de rapport à la puissance, par l'idée d'un certain rapport au pouvoir. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, je dirais, au fil du temps, mais peut-être que moi-même, effectivement, je me suis inscrit dans cette logique, en tout cas à travers ce sport-là, dépolitisé. Mais si on renverse un petit peu la problématique, c'est peut-être parce qu'on est, comme je disais tout à l'heure, dans une société dépolitisée, que les gens vont être attirés par ce type de sport-là. Ils n'ont peut-être pas envie d'être repolitisés à travers ce sport, sinon ils iraient peut-être faire autre chose, à mon avis. Ok. Moi, c'est cette question politique du sport que je trouve très intéressante. Et là, tu parles de cette réflexivité de toi, en tant que chercheur et sportif, tu vois, critique du capitalisme, pardon. Tu dis comment je limite, en fait, comment je critique cette pratique, enfin le sport et les salles de sport. Tu parles beaucoup de limitation de ton engagement et de choix personnels, en fait. De, par exemple, moins consommer de protéines, être moins assidu dans tes entraînements, peut-être, mais ça reste une critique que tu opères au niveau individuel. Et je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de moyen, en fait, de dépasser ton cadre individuel à la salle de sport, parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est un endroit très politique, en fait. Mais c'est plutôt le camp de l'ennemi, quoi, quand on va à la salle de sport. Mais comment on fait pour... Tu parlais de sociabilité. Est-ce que ça pourrait passer par là, en fait, par le fait de s'organiser à plusieurs, enfin, au moins de se rencontrer d'une certaine manière à la salle de sport Complètement, au sens où, voilà, je l'ai précisé, l'individu est renvoyé à lui-même et considère de plus en plus que la ressource corps, c'est sa voie de salut et c'est le sens de son existence. Sur le plan, j'en reste d'abord au niveau individuel et après je passe au collectif, mais sur le plan individuel, d'après moi ce que j'ai pu observer, c'est à partir du moment aussi où l'individu va construire une sociabilité dans d'autres sphères, qu'il va pouvoir trouver un certain équilibre à titre individuel. Donc là déjà c'est un point important quand on a le capital corporel, mais ça pourrait être autre chose, hein. Quelqu'un qui est obsédé par l'argent, s'il considère que tout est argent, bon, il peut tout gagner mais il peut aussi tout perdre, donc ça ne le construit pas, ça le détruit. Là c'est la même chose sur le plan du capital corporel, il faut trouver des modalités d'investissement dans d'autres sphères. Et c'est là que rentre à mon avis en jeu l'aspect politique, mais je dirais même plus à l'extérieur de la salle plutôt qu'à l'intérieur. Moi je suis plutôt optimiste à ce niveau-là qu'à l'intérieur de la salle. Pourquoi ? Parce que c'est en essayant de comprendre qu'on va pouvoir s'investir pour d'autres en considérant qu'on n'est pas d'une certaine manière, on se détache un petit peu de soi, on se décentre. C'est ce décentrement-là qui fait qu'on va être utile pour d'autres et s'engager pour d'autres types de projets que le simple rapport au corps. L'idée est un peu paradoxale, c'est qu'on a voulu construire ce corps, mais à mon avis, pour repolitiser les choses, il faut l'oublier ce corps-là. Il faut s'investir dans d'autres types de projets qui servent le collectif et la collectivité. Moi c'est plutôt comme ça que je vois la possibilité d'être politisé mais en dehors de son corps,
Parce que, à mon avis, la politisation par le sport, par le corps, elle est réelle. C'est politique d'une certaine manière. Ça peut être d'ailleurs réapproprié à des fins négatives parfois. Mais je pense, et je confirme ce que je disais tout à l'heure, que la plupart des personnes qui veulent s'engager dans ce type de projet-là le font parce qu'elles ont un rapport à la politique et même parfois aux politiques, c'est-à-dire au sens d'investissement de la vie de la cité d'une certaine manière, qui est problématique. Ils n'y croient plus, quoi, d'une certaine manière. Et la seule voie de salut, c'est leur rapport que eux vont construire avec le corps. C'est ça le projet, quoi, en fait. Et si tu devais donner une couleur politique alors aux pratiquants et aux pratiquantes que tu évoques, une couleur politique à la salle de sport, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais que moi, ceux que j'ai connus, ceux que je connais, mon expérience fait que voilà, le corps, c'est avant tout ce qu'on en fait, quoi, sur le plan aussi politique, et que on peut avoir de tout. Et ce qui reflète, je dirais d'ailleurs, le brouillage aujourd'hui qui a pu s'opérer sur le plan du spectre politique plus large dans la société, en tout cas française. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pu voir plutôt, je dirais aller aux trois quarts, des personnes qui fréquentent ces salles qui sont plutôt issues des milieux dits populaires, par exemple des milieux ouvriers ou des milieux employés, d'accord, mais qui vont quand même avoir ce rapport au corps, pour certains certes libérateurs, où on sent qu'il y a vraiment l'idée de compenser, voire de combattre une aliénation ressentie dans le monde du travail professionnel et dans le monde capitaliste d'une certaine manière. Voilà, on reprend le pouvoir sur un corps qu'on peut avoir, et donc de ce point de vue-là, il a une dimension un peu de gauche de certains milieux historiques où on cherche à se réapproprier des formes de liberté et d'appropriation de notre travail, donc même au sens de Marx, d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup la volonté de recréer un ordre, une stabilité, recréer de la certitude dans un monde d'incertitude. Et de ce point de vue-là, vous pouvez très bien avoir ces personnes-là, alors je ne dis pas demander telles quelles, mais on peut imaginer qu'elles seraient plutôt intéressées par certaines idées de droite, en tout cas des idées plutôt sécuritaires d'une certaine manière, parce que ce corps justement représente, comme je l'ai dit, quelque chose de figé, quelque chose de fort dans un monde où tout fout le camp d'une certaine manière. Et ça peut parfois convaincre certaines personnes, même issues des milieux populaires, et même malheureusement parfois à des fins violentes, quoi, parce que certains, certes, la plupart, la grande majorité des pratiquants moi, que je connais peuvent avoir cette volonté d'ordre, mais à des fins de canalisation des pulsions, et je pense que c'est fondamental, et c'est la grande majorité des personnes, mais pour d'autres, ça peut être aussi le cas d'utiliser ce corps puissant, fort, entraîné, à des fins négatives, et c'est pour ça qu'on peut aussi avoir une certaine valorisation de ce type de corps dans l'extrême droite, dans les milieux d'extrême droite, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le corps en soi qui est plutôt à mon avis de telle manière ou de telle autre manière, il est ce qu'on va en faire en fait. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a souvent une disqualification dans les milieux de gauche de cette attention pour le corps, pour des raisons souvent assez justes justement, contre un peu toute cette normalisation, quoi. Et en même temps, il faut bien reconnaître que justement, enfin, la fabrique du muscle, entre guillemets, c'est toujours l'occasion de se retrouver un certain nombre de puissances, une puissance qui est aussi nécessaire. Alors là, sur le coup, non pas pour en faire une mauvaise utilisation, mais plutôt une bonne utilisation dans l'épreuve physique avec le pouvoir, mais aussi dans l'épreuve, on va dire, psychologique, puisque ça induit en fait une certaine constance dans des formes de vie, un certain nombre d'habitudes, de routines, qui font peut-être défaut parfois à certains milieux politiques qui peinent peut-être parfois à trouver un peu cette rigueur. Enfin, moi, la dimension un peu politique, je la trouvais aussi en disant, en fait, cette attention pour le corps, je pense qu'elle elle est aussi importante, notamment pour se réapproprier le monde dans lequel on vit et lutter, quoi. Oui, t'as raison, ça ressort vraiment dans l'idée que dans ce monde-là qu'on a du mal à maîtriser, on nous fait comprendre qu'on n'a pas forcément notre place au quotidien, qui est celui, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'exploitation, de la division, des formes d'inégalité, et où on n'a pas un statut qui peut être important. Cet univers-là du muscle, on peut dire, peut permettre vraiment à certains de se reconstruire, de se retrouver une place dans des nouvelles formes de sociabilité, d'une certaine manière, qui sont vraiment fondamentales. Et c'est sûr que voilà, ce rapport au corps a peut-être parfois été oublié dans certains discours, en particulier de gauche, parce qu'il était peut-être perçu trop néolibéral, trop individualiste, etc. Mais il peut y avoir effectivement des formes de sociabilité, en tout cas davantage pour moi, à travers cette forme de lutte collective, plutôt que quelque chose de plus important. Mais c'est vrai que dans les milieux de gauche, on a eu tendance historiquement parfois à opposer un petit peu ce côté très matériel de
du rapport au corps, ce côté aussi sécuritaire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il symbolisait, par opposition à une certaine forme de réflexion de l'esprit, à une certaine lutte beaucoup plus collective dans des mouvements sociaux, beaucoup plus porteurs pour l'ensemble de la société. C'est quelque chose qui est certain, bien sûr, hein. Mais en tout cas, ce rapport au corps aujourd'hui, je pense encore une fois qu'il l'interpelle quand même parce que on voit que les individus ont quand même besoin d'exister, ils ont envie de montrer quelque chose et s'investir dans cette logique-là va vraiment faire sens pour certains dans la construction de leur vie quotidienne. Il y a quelques jours, on a eu dans les milieux gauchisés, gauchisants qui souvent manquent de finesse dans leurs analyses, une critique qui circulait sur le fait qu'aller dans les salles de sport c'était contre-révolutionnaire et du coup il y avait un appel des camarades à déserter les salles de sport mais sans proposer d'alternative à la place. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça ? Je confirmerai ce que j'ai pu dire, c'est-à-dire qu'on est dans une telle tendance, non pas uniquement qui renvoie à l'individu en tant que tel de vouloir produire son corps, mais parce que le système nous l'impose. Ces vulnérabilités sont tellement fortes qu'on cherche vraiment à faire quelque chose de soi, de sa vie, de se protéger, que les individus ont un véritable besoin de faire quelque chose de leur corps et de croire que c'est quelque chose qui va les protéger. Donc je pense que c'est une logique un petit peu perdue d'avance parce qu'il y a une demande d'une certaine manière. Donc dire aux individus n'y allez pas, je pense qu'ils iraient quand même parce qu'il y a ce véritable besoin. Ensuite, je dirais que la lutte aussi a évolué, c'est-à-dire qu'il y a une appropriation du corps, j'ai dit, par les milieux d'extrême droite dans ce système de vulnérabilité. Les vulnérabilités, c'est pas simplement pour moi les maladies, c'est pas simplement pour moi la perte de l'emploi, la précarité qui sont des drames, mais c'est aussi le fait de pouvoir se protéger face à des agressions et survivre, tout simplement. Et beaucoup de personnes issues des milieux de gauche qui ont aussi envie de lutter vont entrer dans la logique pour se dire nous aussi il faut qu'on s'entraîne parce qu'en face de nous il y a des gens qui sont hyper entraînés, il y a des gens qui peuvent nous menacer, il y a des gens qui peuvent vouloir porter atteinte à notre intégrité physique, donc il faut qu'on soit prêt aussi. Et je pense que c'est peut-être malheureux, mais la réalité de la vie quotidienne c'est que le corps peut participer à être dans cette logique de lutte à armes égales d'une certaine manière. Donc je dis pas qu'il faut tous qu'on aille s'armer, que tous qu'on aille faire du sport et des sports notamment de combat pour être prêt, mais le capitalisme des vulnérabilités s'ancre jusqu'au plus profond de nous, dans nos émotions, dans nos peurs, dans nos fragilités, que pour certains, pouvoir avoir le sentiment de retrouver un certain pouvoir sur soi et de pouvoir peut-être, dans le cadre d'autres formes de lutte extérieure, mais utiliser ce cours-là si besoin, ça peut être aussi une forme, je dirais, de lutte collective, quoi. Je rebondis là-dessus, simplement en se disant que ce qui est quand même assez important en pratique politique, c'est qu'on est dans une société qui épuise, qui fabrique vraiment du sujet épuisé, qui fabrique aussi des formes de passivité, etc. Et que le fait de retrouver en fait ce corps-là, c'est aussi une réponse politique à cette espèce d'injonction à la morphe, quoi. Oui, parce qu'il y a une telle charge mentale derrière l'idée de construire un projet personnel de développement de soi, finalement, à travers son corps. C'est épuisant parce que ça prend du temps, tu l'as dit tout à l'heure. C'est aussi, quelque part, au fond, peut-être pas incertain, mais en tout cas, on sait par quelles épreuves il va falloir passer, parce qu'on peut pas durer dans n'importe quel sport sans vraiment chercher à codifier, à prendre sur soi, à essayer d'accepter parfois des situations un peu d'échec ou de ralentissement. Voilà, c'est quelque chose qui renvoie vraiment l'individu face à lui-même et au plus profond de ses propres difficultés. Donc c'est quelque chose qui est lourd pour l'individu, et si on rajoute les facteurs extérieurs de la vie quotidienne, cette charge mentale elle peut être énorme. Donc avoir le sentiment d'avoir réussi quelque chose dans sa vie et d'avoir pu construit le sentiment de maîtriser ce processus-là, ça peut véritablement construire énormément d'identité, énormément de rapports, même au collectif de beaucoup de gens. Il y a, c'est toujours dans la même idée, mais il y a plusieurs mouvements qui vont vraiment, une fois de plus, c'est sans aucune subtilité ni intelligence, comme souvent dans les milieux gauchistes, mais qui ont un tel rejet de l'idée même de l'effort physique, qui vont promouvoir une idéologie anti-sport et anti-effort finalement. Notamment, je pense au Fat Front, c'est un vrai mouvement politique, le Fat Front au Danemark par exemple, qui prône l'état de fait, ils acceptent l'état de fait, ils sont gros et c'est comme ça. Et en soi, la diversité des corps, leur particularisme, etc., c'est une beauté qu'on doit accepter bien sûr, on ne doit pas promouvoir non plus un corps parfait et athlétique, mais néanmoins, le fait d'accepter un état de fait qui n'est ni bon pour la santé, ni utile, on va dire, au sens efficient pour des militants révolutionnaires, est-ce que c'est pas être plus libéral que les gens qui s'accusent de libéralisme en pratiquant des pratiques sportives, notamment à la salle?
Oui, bah, c'est vrai que ça pose débat en tout cas ce type de mouvement-là, mais je dirais, moi je les trouve quand même finalement peut-être aussi dans le système. Enfin, je pense qu'on sous-estime la force du système qui peut, d'une certaine manière, s'ancrer au plus profond de nous-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certes, les personnes qui vont dans des salles de muscu, consomment les produits, achètent des vêtements de grandes marques, participent à renouveler ce système qui fonctionne sur les vulnérabilités, c'est certain. Donc on pourrait les accuser d'être finalement aveugles à la logique économique qui s'imprime au plus profond d'eux-mêmes. Mais ces personnes-là qui sont obèses, peut-être se nourrissent aussi de certains produits qui, là encore, sont produits par des grandes firmes, etc. Donc, à un moment donné, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de notre existence? Oui, la pratique du sport, d'une certaine manière, elle peut créer des formes de sensations, des formes d'insertion sociale, des formes de statuts sociaux dans un certain nombre de cas qui vont construire des individus. S'il n'y avait pas eu ça, beaucoup auraient été dans de graves difficultés. S'il n'y avait pas eu ce type de sport-là, combien n'auraient pas, par exemple, canalisé aussi leurs pulsions et auraient fait n'importe quoi dans le reste vis-à-vis du reste de la communauté? Il y a certes cette logique un peu fonctionnaliste, ou forcément. Si j'adhère à ce système, je véhicule d'une certaine manière un ordre existant, d'une certaine manière. C'est certain. Mais il y a des formes aussi d'atténuation de ce rapport au corps, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut aussi chercher justement à essayer d'avoir une approche, je dirais, plus constructive, au sens où on va limiter son engagement déjà personnel et son rapport à certaines grandes marques, certaines grandes firmes. On n'est pas obligé de passer par les plus grandes salles pour faire de quelque chose de soi et de son corps. On n'est pas obligé de passer par l'idée de produire, de consommer tous les produits industriels fabriqués dans des énormes usines, etc. On peut aussi, d'une certaine manière, valoriser par son engagement qu'on a vis-à-vis de son propre corps, à un nouveau rapport à l'environnement, à la territorialité, un nouveau rapport à des formes de sociabilité dans lesquelles on va se retrouver en groupe et peut-être produire autre chose. Enfin, encore une fois, je le répète, cette phrase, mais elle me paraît importante. Le corps, il est ce qu'on va en faire, quoi, d'une certaine manière. Donc, être attentiste, se dire que par l'idée de créer un corps opposé à ce qui est valorisé, on entre dans la logique de contestation intégrale du système, à titre personnel, j'y crois pas. Mais il y a quelque chose, je sais pas, vous prenez une salle de sport, on va la citer, un fitness park par exemple, donc d'ailleurs pour les auditeurs, si vous allez au fitness park, vous avez une réduction de 30% avec le code lundi matin. Et si vous allez à fitness park, en fait, il y a le côté, enfin, la première fois que vous y allez, un côté un peu ahurissant, un peu... c'est hyper inconfortable avec tous ces trucs, ces appels à se surpasser, se dépasser de façon permanente, devenez des héros, ouais. Avec des espèces de petits clips dans lesquels chacun va raconter combien en fait il a réussi à se performer, à perfectionner son corps. C'est compliqué en fait d'arriver en fait à se déployer dans un cadre qui est insupportable en fait. Mais est-ce que vous pourriez décrire un peu le cadre pour une personne qui est jamais allée dans une salle de sport? C'est quoi les étapes pour arriver à s'entraîner? Par quoi on passe? Et le décor, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a, on l'a dit tout à l'heure au début de cette interview, mais il y a plusieurs types de salles. Bon, on pense tout de suite à la grande salle, puisque là on a cité une chaîne, quoi. La chaîne, c'est limite un supermarché, c'est-à-dire que vous avez, comme dans un supermarché, des rayons spécialisés, comme pour des produits. Vous avez une certaine organisation de l'espace qui est ciblée en fonction de certains muscles ou certaines activités, comme par exemple le cardio. Et selon les pays, ça peut même être extrême. Moi, la première fois que je me suis entraîné dans une salle aux États-Unis, je pense sans plaisanter que c'était la taille d'un supermarché de campagne, quoi. C'était énorme à voir. C'était une industrie d'une certaine manière. C'est pour ça que le titre de l'ouvrage, La fabrique du muscle, insiste aussi sur le lieu qui est quand même spécifique, qui a une organisation spécifique où, un peu comme à l'usine, on va usiner des parties du corps, on va chronométrer ce qu'on est en train de faire, on va chercher à se motiver, à créer du rendement d'une certaine manière. Donc cette organisation de l'espace, elle est divisée en fonction d'un certain nombre de muscles, avec toujours ce rapport aussi un petit peu, je dirais, ambivalent, à la fois avec un rapport à ce qui peut symboliser l'ancien, des techniques un petit peu glorieuses qui ont été éprouvées, qui renvoient un petit peu au monde des Romains, des Grecs, etc. Ça veut dire quoi? C'est des poids bruts, des images en noir et blanc, des choses comme ça, qui donnent une idée un peu d'immortalité, d'intemporalité, c'est certain. Mais d'un autre côté aussi, la science qui est omniprésente. C'est toujours les machines dernier cri, c'est toujours des produits parfois dernier cri qui sont mis en avant aussi, où voilà, les deux se rencontrent, hein, l'ancien et le nouveau, le passé et puis le futur, et qui sont
sont là pour, encore une fois, participer à l'idée de consommer de plus en plus, d'aller toujours plus loin, quoi, pour certains individus. Et puis on peut trouver des plus petites structures qui là encore une fois sont plébiscitées par les certains champions historiques. On pense à Ronnie Coleman qui s'entraîne toujours d'ailleurs dans une salle au Texas avec un gros ventilateur parce qu'il n'y a pas de clim, c'est vraiment limite un garage. Il y avait Dorian Yates aussi qui s'entraînait dans un sous-sol à Birmingham au Royaume-Uni. Donc voilà, il y a en tout cas cet univers où le poids est roi, l'idée de se confronter à la gravité à travers ses poids est centrale également, et on va justement chercher à se dévoiler à travers, donc corporellement, à travers cette production de muscles. Donc c'est sûr que pour entrer dans cet univers, c'est pas évident parce que la plupart du temps, moi, les personnes que j'ai pu rencontrer, et je l'ai vécu moi-même, c'est plutôt à un âge où on se cherche encore, fin de l'adolescence, début de la vie adulte, qu'on va rentrer dans cette salle. Donc c'est pas, si vous voulez, c'est cette phase de la vie où on est le plus musclé, où on est à l'égal des autres par rapport à la norme de ce type de salle. Donc il faut y aller, quoi. Et souvent c'est par l'intermédiaire de sociabilité qu'on va y rentrer. On va être avec un copain, on va connaître quelqu'un à la salle qui nous guide un petit peu, qui nous introduit dans ce monde qui est effectivement particulier, parce que l'idée d'entrer dans ce monde-là, c'est avoir aussi l'idée de se transformer, quoi. On entre pour être petit à petit quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on a en tête d'une certaine manière. Après, chacun a son projet de transformation, mais l'idée c'est quand même d'accomplir quelque chose. Donc c'est pas assez évident que ça, et puis c'est pour ça que dans le livre je parle de l'idée de carrière. La carrière, dans ce concept sociologique, ça veut dire que on a une idée un peu précise quand on rentre, mais après, en fonction des gens qu'on rencontre, en fonction des étapes, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, on va évoluer, on va changer, et puis voilà, on va peut-être se construire une nouvelle forme d'identité carrément pour certains, où le sport va devenir la partie centrale de leur existence. Ouais. Tout à l'heure, tu faisais une petite référence aux origines historiques du sport de masse qui démarre, je crois, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Est-ce que tu vois pas une incidence entre le développement finalement des rapports mécaniques et de la révolution industrielle avec la resportisation de la société qui notamment a oublié des pratiques physiques de base, et notamment l'apparition de certaines pratiques de sport comme la méthode Eber, la méthode naturelle qui va constituer une forme de rappropriation de mouvements que la société moderne, industrielle ne fait plus. Oui, complètement. Moi, j'associe vraiment les deux, hein, en considérant même que les sports modernes, tels qu'ils se constituent au milieu du 19e siècle, sont le produit du capitalisme, hein, soit pour contrôler les masses, soit pour développer une logique davantage hygiéniste d'une certaine manière dans une société qui s'urbanise, dans une société qui commence un petit peu à se sédentariser par rapport à tout ce qu'on avait pu connaître historiquement avec d'autres formes d'activité physique. Donc ce rapport à la technique qu'on va avoir, ce rapport encore une fois aussi à un lieu spécifique dans lequel on va pouvoir s'investir et faire quelque chose de soi, il est en fait il émerge à cette période-là. Hein. C'est pas que les salles de sport dont on est en train de parler qui seraient apparues dans les années 80, etc. On a très tôt l'idée de créer un lieu spécifique où on va pouvoir appliquer aussi certains principes techniques, certains principes d'amélioration de soi, et où la science va nous démontrer que on peut avoir une emprise sur soi, sur le corps, et que finalement l'individu, il est performant parce que le système l'exige, et puis il peut en tirer des bénéfices individuels dans le cadre du capitalisme. Et puis le corps lui-même est un objet potentiellement appropriable par le système. Il n'est pas en dehors de ce processus-là. C'est le corps outil, mais aussi le corps dont on a parlé, le corps capital, quoi. Donc effectivement, les deux historiquement sont reliés. Et l'idée de se centrer sur la science, sur la technique, au service de la performance, elle est véritablement centrale pour faire justement des parallèles entre le développement du capitalisme et son extension et la même chose au niveau des sports, quoi. D'ailleurs, tu évoques un peu la salle comme le prolongement de l'usine. On arrive avec sa carte où on va pointer, ensuite on va dans les vestiaires, ensuite on a toute une série de machines avec le bruit des machines, le bruit des poids qui claquent, etc. On a aussi des gestes répétitifs, le chronomètre. C'est-à-dire que là, ici, ce qui a changé, c'est que c'est pas tant il y aurait le travail puis le divertissement qui permet de se régénérer pour de nouveau être capable d'affronter le travail. C'est qu'on a après le travail, c'est encore le travail, quoi. C'est-à-dire une espèce de travail sans fin du sujet, quoi. C'est-à-dire que
Ah oui, moi je crois vraiment en cette foi-là, en cette philosophie-là, cette philosophie du travail. En fait, les individus sont marqués par cette importance du travail. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est, dans certains cas, c'est le travail professionnel, c'est l'évolution du travail dans les entreprises ou dans les structures dans lesquelles ils sont, parce que ce travail fait pas sens, ce travail n'est pas source de maîtrise, notamment par rapport à l'objet final. À l'inverse, le rapport au corps et le travail qui va être nécessaire pour y parvenir est sacralisé, parce que il nous appartient, on s'organise comme on veut, on a l'objet produit qu'on peut façonner à souhait et dont on a l'impression qu'il nous appartient. Ça change tout pour beaucoup, parce que moi j'avais été frappé effectivement que certains copains qui étaient ouvriers, en fait quand je les regardais, quand je discutais avec eux après dans les interviews, je disais mais en fait tu fais exactement ici à la salle ce que tu as fait dans la journée. Effectivement tu as pointé, tu as été chronométré ici, tu es en train de te chronométrer pour savoir combien de temps tu réalises cet exercice et combien de temps de repos tu prends. Quand tu travailles à la chaîne, t'as pas le temps de parler aux autres, ici tu refuses de parler pendant que tu es en train de t'entraîner. Et la grande différence, c'est que c'est cette logique un peu taylorienne, on se l'applique à soi-même, quoi. C'est oui mais c'est mon plan d'entraînement, c'est moi qui choisis comment je veux venir. Si je veux venir à 5h à la salle, je viens à 5h. Si j'ai envie de venir à 7h, je viens à 7h. Si aujourd'hui j'ai envie de travailler tel muscle et de le faire de telle manière, je le fais moi-même. Et puis c'est mon corps, je le fais pour moi. Tout le monde, beaucoup me disaient je le fais pour moi. Cette phrase qui au départ me semblait un petit peu plus à critiquer, à discuter, en me disant il y a toujours ce rapport aux autres, etc. Certes, mais plus je les écoutais, plus je me disais en fait c'est clair, ils le font vraiment pour eux, quoi. Ils ont vraiment, au sens où ils ont vraiment le sentiment de s'approprier leur corps pour exister eux-mêmes, pour être dans une espèce de bulle aussi qui est importante. Et je pense que dans certains cas, en particulier dans le cas de la pratique féminine, ça peut être aussi très très important d'avoir cette idée de se dire, parfois par rapport à toutes les contraintes de la vie quotidienne, cette charge mentale dont on a parlé tout à l'heure, je vais aussi à la salle parce que c'est ma bulle, c'est mon espace aussi à moi, qui m'appartient d'une certaine manière. Je me retrouve aussi, et peut-être dans un rapport collectif, mais c'est un temps que j'ai pour moi et que je veux garder. Donc les frontières effectivement aujourd'hui entre le travail et le loisir, moi elles me paraissent bien floues, voire discutables, parce que pour beaucoup le travail est partout, quoi. Sauf que là la grande différence, mais qui est ici fondamentale, c'est que c'est le travail qui va construire, qui est appropriable directement. Je vais rebondir, tu as très brièvement mentionné les femmes à la salle de sport, où on dirait peut-être toutes les personnes qui sont pas des hommes cis, qui sont a priori pas en majorité à la salle. Tu parles d'ailleurs d'une masculinité hégémonique. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des rapports genrés ou de la répartition des genres à la salle et de ce que ça dit de la salle et de notre société peut-être? Alors, bien sûr, dans la réalité, la salle, elle est vraiment très diverse dans son recrutement social, et elle reflète la diversité de la population. Sauf que, historiquement, les sports modernes dont on en a parlé tout à l'heure ont émergé dans ce culte d'une certaine forme de masculinité fantasmée, où être un homme, c'est être musclé, d'une certaine manière. Le muscle est l'incarnation d'une forme visible de masculinité, voire de virilité. Et cette masculinité-là existe uniquement dans un rapport d'hétérosexualité. C'est-à-dire que, en gros, on a des hommes qui sont musclés et qui sont hiérarchisés entre eux, et ces hommes-là sont admirés par des femmes dans une perspective hétérosexuelle. Et toute la logique des sports modernes, c'est très fortement construite autour de cette idée-là, avec forcément une logique d'exclusion qui va avec, puisque si vous rentrez pas officiellement dans cette logique-là, vous êtes au mieux, entre guillemets, ignoré, au pire stigmatisé, voire condamné et maltraité, quoi, d'une certaine. On voit bien le rapport historique au sport de l'homosexualité, par exemple, en particulier l'homosexualité masculine. Il y a très très peu de cas, et en particulier de cas réussis, de personnes sportives qui ont fait un coming out sans en subir les conséquences, voilà, dans le cadre de leur pratique. Donc, cette logique-là, elle a été forcément marquante dans le cadre du monde du muscle, parce que le bodybuilding s'est véritablement construit à partir justement de cette logique-là. Joe Vedder disait, voilà, le bodybuilding, il est attractif pour les hommes chétifs en particulier, qui n'arrivent pas à se positionner par rapport aux autres hommes, parce que ces autres hommes sont mieux positionnés eux-mêmes vis-à-vis des femmes. Donc l'équation est très très simple, et c'est souvent ce qui marche justement pour attirer des gens. Si vous voulez être attractif auprès des femmes, il faut vous muscler, quoi. Et moi, j'ai les réponses pour faire en sorte que vous soyez musclés. Encore une fois, l'idée des vulnérabilités, quoi, d'une certaine manière. Et des gens comme Schwarzenegger, malgré leur talent
dans le cadre de la pratique, ont été largement utilisés et construits par ce système parce qu'ils incarnaient pleinement cette logique-là, quoi. L'individu qui arrive de nulle part, qui parle pas anglais, et on lui dit mais Schwarzenegger c'est un nom qu'on n'arrivera pas à prononcer, ben, il dit justement comme ça on se souviendra de moi, quoi, toute la vie, et qui va par son attitude, par son investissement montrer que c'est ça l'idéal de masculinité qu'il faudrait atteindre, qui après a été récupéré par le cinéma, parce que le cinéma a joué aussi à partir des années 1940 un rôle central aux États-Unis pour diffuser cette norme de rapport au corps chez les hommes. Bon, donc ce long préambule pour dire qu'on reste marqué par ça implicitement. Mais après, forcément, je l'ai dit tout à l'heure, la salle est marquée par la diversité de la société aussi. Donc des pratiquants homosexuels, il y en a aussi énormément, parce qu'il y a aussi dans ce rapport au corps quelque chose qui peut être très important dans l'attractivité aussi sexuelle, dans l'idée de mettre en avant aussi une certaine forme d'apparence aussi de la santé par rapport à certaines stigmatisations que ces personnes ont pu avoir, notamment dans la partie des années 1980 avec le développement de certaines maladies, et donc bien sûr qu'elle est diverse. Et pour les femmes, ben, on a aussi cette logique qui est en mouvement, c'est-à-dire que pendant très très longtemps elles ont été exclues des bord des sports, en leur faisant comprendre que soit au mieux il fallait que les activités physiques respectent une certaine forme d'esthétisme naturel qui était présent chez les femmes, un certain équilibre, de ne pas mettre en danger la maternité à travers la pratique, bon, tout ce qu'on a pu voir surtout au début du XXe siècle. Et puis petit à petit, on a compris que cette logique-là était plutôt mobilisée pour exclure les femmes, donc elles ont demandé de plus en plus à être inscrites dans cette logique-là, et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans les pratiques de développement corporel ou que ce soit dans les sports de combat, il y a une certaine forcément mixité qui s'opère, et une mixité non pas simplement de cohabitation, mais une mixité de pratique. Dans les sports de combat, on peut faire, c'est le cas de le dire, certains combats contre des femmes, et il y a une certaine forme, je pense aussi, de changement et de transformation des pratiques qui s'est opérée grâce à cette logique-là. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense qu'on est plus dans une situation de coexistence. Il ne faudrait pas non plus, à mon avis, pour moi, tomber dans une certaine forme, à mon sens, d'angélisme en disant, bah voyez, c'est comme dans le reste de la société. Maintenant, par exemple, puisqu'on reste sur le cas des femmes, les femmes ont intégré le marché du travail, donc l'égalité est en marche, et puis il y a un certain rattrapage qui s'opère, etc. Peut-être selon certains critères, mais on voit que la domination masculine, elle se reconstitue selon d'autres types de caractéristiques ou dans d'autres sphères. Et c'est quand même ce qui s'opère. Dans le sport en général, la plupart des moyens restent concentrés autour des hommes. La médiatisation est beaucoup plus forte autour des hommes. Les attentes aussi sont quand même différentes. Construction du muscle en certaines formes de parties du corps qui vont être visibles, dans certaines formes d'occupation de l'espace aussi, dans les salles qui se maintiennent, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est l'ambivalence des rapports de genre. Il y a des transformations qu'on ne peut pas nier par rapport à ce qui se faisait il y a 50 ans ou il y a un siècle. Maintenant, il y a des formes de résistance très très fortes, et parfois même des résistances assez dures, quoi. Des formes d'une certaine forme de masculinisation à travers le corps que certains hommes vont vouloir justement se réapproprier pour dire voilà, un homme c'est comme ça, ça c'est vraiment ce qui fonde la différence par rapport aux femmes et à tout ce qui est associé au féminin, en particulier l'homosexualité masculine, et qu'il faut combattre, quoi. On a quand même l'impression dans les salles de sport qu'il y a la persistance d'une séparation un peu des activités physiques, où les femmes ça va être le fitness surtout, et les hommes la musculation pure. Oui, ça c'est sûr qu'elle se maintient dans ce type d'opposition-là, le culturisme, le bodybuilding, parce qu'il est toujours perçu, toujours dans l'idée de rapport au muscle, d'augmentation du muscle, comme étant le domaine des hommes d'une certaine manière, il est justement plutôt plébiscité par les hommes. Les bodybuildeuses qui peuvent être dans cette logique-là peuvent avoir une logique transgressive en disant bon bah moi j'ai envie justement de m'approprier cette logique un petit peu masculine parce que c'est un petit peu un modèle que j'aimerais m'approprier et je vais le faire comme ça. D'autres vont dire au contraire je cherche à être ni homme ni femme, j'ai un objet que je façonne et que je veux développer, c'est ça mon objectif. Donc on peut avoir plusieurs types de rapports effectivement au corps, mais à l'arrivée, on voit ce maintien très très fort de ce type de pratique par des hommes. Maintenant, d'autres sont un petit peu plus, en apparence du moins, mixtes. Le crossfit, où là on va avoir parfois des entraînements, des sessions d'entraînement où hommes et femmes sont mélangés, où hommes et femmes font partie de certaines équipes pour s'aider, s'entraider, se mutualiser la séance, et puis d'autres qui restent beaucoup plus féminines, certains cours collectifs, certains cours de fitness, en particulier parce que là aussi on va associer ce type de pratique à l'idée que la performance n'est pas forcément, en tout cas selon les critères masculins, la priorité, et où certains muscles sont ciblés, en particulier le bas du corps, qui est encore une fois perçu comme étant pas forcément les muscles à prioriser pour les hommes, quoi, tout à fait.
Il y a un point qui est un peu contre-intuitif peut-être pour nous, en tout cas. C'est l'idée selon laquelle la fabrique du muscle, ça traduirait un peu un climat moral narcissique, finalement, au fond, avec cette idée de se contempler soi-même, etc. Et toi, tu dis, en fait, finalement, non, pas vraiment, parce que y a quelque chose de l'ordre d'un effort qui n'est jamais véritablement atteint, en tout cas d'un résultat qui n'est jamais véritablement atteint, quoi. Et donc, finalement, c'est pas tant le règne de Narcisse, ça serait le règne de qui, du coup? T'as raison, hein, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, en fait, par rapport à mon investigation de ce sport-là, parce que j'avais l'impression que j'avais en face de moi des personnes qui fondamentalement s'aimaient pas, en tout cas n'aimaient pas suffisamment leur corps. Certes, elles étaient contentes du chemin parcouru d'une certaine manière, parce que pour beaucoup ça a pu être un long chemin difficile, et c'était une fierté d'avoir accompli cette logique-là, mais comme tu le dis, derrière l'idée de toujours en vouloir plus, donc d'avoir de nouveaux désirs, d'être insatisfait quelque part, c'est quelque chose qui renvoie à l'idée de se dire j'en ai jamais assez, quoi. J'en ai jamais assez, et ce que j'ai finalement, j'en veux toujours plus, et je n'aime pas ce corps-là, puisque quelque part je désire un autre corps encore. Il faut que j'aille encore plus loin, il est toujours éphémère finalement ce corps-là. Ça c'était quelque chose qui était présent. Ensuite, ces personnes-là parfois ne s'aimaient pas à travers leur corps, parce qu'elles savaient que selon les situations où elles allaient devoir l'exposer, elles allaient être mises en difficulté. Là aussi, j'avais été beaucoup surpris, parce qu'on a toujours parfois cette image un petit peu, on parlait des films de bodybuilders qui s'exposent sur les plages, qui sont admirés de tous, etc. Mais beaucoup me disaient non, au contraire, moi j'aime pas par exemple quand vient l'été, quoi, parce que l'été c'est là où on se dévoile, où on doit être, on peut aller au bord de la piscine, au bord de tel lac, tout ce que vous voulez. Mais là, je sais que je vais être observé, moqué, donc parfois je mets un pull en plein été pour ne pas avoir à dévoiler mon corps. Donc ce corps-là est parfois, paradoxalement, comme tu le dis, rejeté d'une certaine manière. Donc c'est quelque chose effectivement qui avait marqué ces enquêtes, ces études que j'ai pu faire dans ce milieu-là. Et je dirais que on est plus dans une logique, alors que je compare un peu à l'idée comme je le dis, d'Adonis, quoi, d'une certaine manière, c'est-à-dire au sens où on va chercher à être dans une logique permanente de miroir, en fait. On existe d'une certaine manière, que ça serait peut-être un peu exagéré, mais on existe beaucoup parce que on cherche en permanence le retour des autres, le regard des autres, comme si on était avec des miroirs tout autour de soi, quoi. Et les miroirs tout autour de soi, alors ils sont là, tu parlais tout à l'heure d'organisation de la salle, ils sont aussi omniprésents forcément pour qu'on regarde la technique, mais ils sont aussi omniprésents pour qu'on puisse indirectement se comparer à d'autres, quoi. Cette logique de miroir, elle est aussi sociale, quoi, dans les salles. Et je pense que c'est symboliquement ce qui construit aussi le rapport au corps aujourd'hui. Les miroirs, ce sont les réseaux sociaux où on s'expose, mais on s'expose pas dans le vide, on s'expose en attendant une certaine forme de reconnaissance. C'est là que la ressource devient le capital. Il faut que ce soit sur un marché que la ressource se transforme en capital. Et ce capital ici, il est symbolique. C'est dans le regard des autres, dans la reconnaissance sociale des autres qu'on va avoir l'impression de se construire un statut, et qu'on va vouloir toujours aller plus loin. Et avec toujours cette peur, c'est pour ça que voilà, on n'a pas le temps de s'admirer, c'est pour ça qu'on a peur aussi de s'admirer, la peur de tout perdre, en disant mais si les gens m'aiment parce que j'ai ce corps-là, si je perds tout, si j'ai une blessure, si j'ai une maladie, si ce corps disparaît, qu'est-ce que je deviens? Je suis plus rien, quoi. Donc on a peur aussi parfois d'entrer dans cette logique du trop, et c'est pour ça que l'image facile d'apparence de narcisse me paraît, quand on creuse un petit peu plus, pas forcément appropriée pour bien comprendre ce que ces personnes-là vivent. Mais du coup, est-ce que c'est une auto-aliénation, une auto-exploitation? D'une certaine manière, ça peut l'être, parce que c'est là que tout le paradoxe, encore une fois, quand le corps devient trop, quand le corps devient unique, quand le corps devient ultime dans son existence, c'est clair qu'il va nous échapper d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas d'autre source de valorisation qui existe, et c'est là qu'on retrouve nos premiers échanges de cet entretien, quoi. Je pense que déjà individuellement, il est important de se construire une identité plurielle, mais ici on parle du corps, mais ça pourrait être dans d'autres types de cadres aussi. Il y a une forme de radicalisation à travers le corps, comme on pourrait trouver des formes de radicalisation religieuse, des formes de radicalisation dans d'autres types de sphères, qui est nécessaire. Donc il faut un certain équilibre, et de ce point de vue-là, moi, mes recherches ont plutôt tendance à montrer que c'est le capital familial qui limite l'engagement par rapport au corps, plus que les études, plus que ce qui se passe au travail, etc. C'est vraiment dans la famille, parce que c'est peut-être une forme de politisation, au sens où on vit pour les autres, vraiment dans la famille, notamment dans le cadre
où on va avoir des enfants, c'est un facteur vraiment que moi j'ai trouvé limitatif dans l'engagement. Et puis aussi, c'est l'idée de se dire qu'il faut trouver d'autres formes de reconnaissance où on oublie quelque part le corps. Donc ça peut paraître encore une fois paradoxal en disant, on a l'impression que le corps est tellement central qu'on ne peut pas l'oublier, que le corps est tellement devenu important qu'il faut passer par là. Oui, d'une certaine manière, mais il faut aussi être en mesure de faire un travail sur soi pour dire je dois aller vers les autres, je dois me construire dans d'autres formes d'engagement collectif où le corps est oublié d'une certaine manière, sinon je rentre dans des processus que je risque de ne pas maîtriser. Et là, c'est pas du risque dont on parle, c'est de l'incertitude. Puis l'incertitude, on ne sait pas où on va, quoi. Très bien. Je propose qu'on en arrête là. Merci beaucoup encore pour cet entretien et pour ce livre absolument passionnant donc, sur la fabrique du muscle, des éditions L'Échappée. Merci encore. Merci à tout le monde, merci. Merci beaucoup.